Bonjour, bienvenue à cette séance d'incontournables des documentaires et des essais adultes de la salle de montre de juin. Alors, quelques bons livres, mais je tiens à vous signaler tout de suite que c'est une très belle salle de montre, de tous côtés, de tous bords, comme on dit, aussi bien en bande dessinée qu'en jeunesse, la section jeunesse qu'en adulte. Très bien garnie, beaucoup de livres, beaucoup de bons livres, donc je n'ai pas, il a fallu que je fasse un choix drastique pour faire mes capsules, mais il va y avoir des avoirs sur le catalogue, donc allez les voir, allez les consulter, parce que la section voyage, section cuisine, sciences humaines, littérature, il y a des très bons romans que mon collègue Benoît a critiqué dans ses capsules, entre autres. Donc, on commence. Ici, une collection où il y a 2 titres actuellement en salle de montre, mais une collection que j'aime beaucoup en philosophie, grand public, donc je ne dirais pas élève de cégep, enseignant naturellement. La collection chez Ellipse, Aimer les philosophes. Ici, nous avons Heidegger, une pensée de la présence, et en même temps, nous avons Bergson, une philosophie de la nouveauté. Alors, c'est comme Ellipse, vous connaissez sûrement, maison d'édition française, je dirais, à vocation scolaire, entre guillemets. Donc, ce ne sont pas des manuels, mais on voit bien que par les livres qui sont présentés, la façon, la ligne éditoriale est vraiment didactique, si je puis dire. Donc, ici, Heidegger, une pensée de la présence, par un auteur bien intéressant dans son écriture, le déploiement de la pensée de Heidegger dans un essai très simple, donc c'est vraiment pour le grand public ici que je vous conseille de surveiller cette maison d'édition. Pour le grand public, vraiment s'initier à des penseurs occidentaux en philosophie. Ici. Nous restons en philo. J'ai été surpris par ce livre-là. C'est pas nécessairement dans mon je dirais dans mes goûts personnels, mais je dois dire qu'il y a quelque chose d'initiation à un courant, le stoïcisme. Ici, une année avec les stoïciens, 365 enseignements pour déployer son potentiel. Alors le sous-titre, en premier, m'a fait penser un peu à de la philosophie pop, comme on dit, hein, comme avec la psychopop, il y a aussi de la philo-pop. Bien sûr, je le prends ici en termes peut-être un peu péjoratifs, c'est-à-dire, on fait des éclats de la philo, c'est populaire, c'est bien, et finalement, quand on commence à lire, c'est tellement dilué qu'on en perd vraiment une substance minimalement. Là, il y a quelque chose qui m'a intéressé, donc c'est une pensée par jour, une citation de 3 auteurs du stoïcisme. Il y a Marc Aurèle, donc, que je vous recommande fortement, entre autres les pensées pour moi-même. Marc Aurèle, si je ne me trompe pas, il y a Épithète et puis Sénèque. Donc Marc Aurèle, Sénèque, Épithète, 3 grands penseurs grecs, romains du stoïcisme. Une année avec les stoïciens. Alors, il va avoir à chaque page une citation, une très courte description. Mais ce qui est particulier avec les stoïciens, et c'est ça qui m'a fait aimer ce livre, de parcourir, on s'entend, on lit pas ça de bout en bout, c'est vraiment un parcours. Donc oui, c'est un parcours dans la pensée du stoïcisme, et puisque ce sont des penseurs qui ont vraiment réfléchi, je dirais à tous les aspects, à tous les domaines de la vie, aussi bien à l'époque en astronomie, le cosmos, naturellement la vie quotidienne, la politique, les questions existentielles, on s'entend. Et le stoïcisme était avant tout une philosophie très pratique. Oui, bien sûr, il y a des concepts, ils ont réfléchi, il y a un système du stoïcisme,
mais l'orientation était à travers des exercices philosophiques qu'on a appelés. Et donc il y a ça. Alors on peut tomber sur un fragment où Marc Aurèle va parler des planètes, des étoiles, du cosmos, de l'harmonie. Et en premier lieu, on peut se demander quelle réflexion on peut en tirer au quotidien. Bien là, on va par le commentaire, on s'entend, du commentaire très rapide, mais c'est pas grave, on va comme ah oui d'accord, on voit dans le quotidien, puisque c'est quand même une pensée quotidienne, l'impact, la résonance, je devrais dire, la résonance de ces pensées-là, et ça peut vraiment donner le goût d'aller voir plus loin, c'est-à-dire de plonger dans les textes de ces auteurs-là que je vous recommande vivement. Donc oui, un livre intéressant pour tout le monde ici. Deux titres qu'on retrouve en sciences humaines, anthropologie, chez Actes Sud, de la belle collection Voix de la Terre chez Actes Sud. Et là, il y a comme vocation de cette collection une ouverture entre les cultures, spiritualité, je dirais les modes de vie. Là, nous avons deux dialogues, occidental versus l'Amérique du Sud. Le premier, Kogi, le chemin des pierres qui parlent, sous-titre Dialogue entre le chaman et scientifique. Et le deuxième, que je vous recommande également, Yanomami, l'esprit de la forêt. Donc, ce sont des scientifiques, anthropologues, qui vont discuter, partager, vivre des expériences en commun avec des chamans, des chefs spirituels de ces tribus, représentants des tribus, en Brésil, je crois. Et ça donne quelque chose de merveilleux. Ce n'est pas pour rien que la collection s'appelle Voix de la Terre. Et voilà, c'est des dialogues, c'est des partages de connaissances, un partage de points de vue qui naturellement nous ouvre à une culture, à une pensée très profonde, très structurée et une autre manière d'être au monde. Et Dieu seul sait si ces temps-ci, on en a besoin, tant du point de vue social, politique, intime, personnel, et surtout dans des domaines comme l'écologie. Alors c'est quelque chose de très beau. On lit. Il n'y a pas de notion nécessairement très pointue en anthropologie ici. Donc c'est des lectures que je dis grand public ici. Ah oui. Justin Fenton, La ville nous appartient, chez Sonatine. J'en parle parce que c'est le document original à partir, peut-être que vous avez commencé à regarder cette série-là, We Own This City. Eh bien, c'est à partir d'un fait réel. Justin Fenton est journaliste à Baltimore et on sait bien que la ville de Baltimore aux États-Unis, même encore aujourd'hui, est une ville, une des plus violentes, des plus criminalisées aux États-Unis. Et la ville avait mis sur pied une équipe choc, si on peut dire, là, de policiers en civil qui devaient, entre guillemets, nettoyer, je reprends le terme ici du livre, nettoyer la ville, la mafia, la drogue, tout ce que vous voulez. Et ça s'est révélé que cette unité spéciale était au plus haut point corrompue. Et donc, c'est le document d'origine, ça se lit, c'est une enquête journalistique, comme vous aimez sûrement, comme moi j'aime beaucoup, dans le sens où ça se lit comme un roman, l'expression qu'on dit souvent là, mais oui, c'est une enquête donc de ce journaliste-là qui a plongé et qui, naturellement, la révélation de ces faits
public. Comme il dit lui-même, il est tombé en bas de sa chaise. Pardon. Il n'avait jamais vu venir ça. Et voilà, c'est ce récit-là. Très intéressant, très récit, très plongé dans l'action, si je puis dire. Alors, pour vos lecteurs, naturellement, et qui sont en train de regarder cette série, qui est très populaire, voilà, le livre ici. On tombe en sciences. En sciences ici, vous avez peut-être que j'aime beaucoup, dû à je ne dirais pas un trauma, mais à des difficultés qui remontent à loin avec les mathématiques, mais également une fascination que j'ai pour les mathématiques, le monde mathématique, l'explication donnée au monde par les mathématiques. Probablement que c'est avec mes lectures philosophiques grecques, où les Grecs, naturellement, non pas réduisaient, mais pouvaient dire qu'on pouvait expliquer l'univers par le nombre, donc les mathématiques se réduisaient à des nombres, à des chiffres. Ici, nous avons La magie des maths sans nombre de Milo Beckman, Alizio Sciences comme éditeur. Alors c'est un nouveau, on dit prodige en mathématiques, très jeune. Et naturellement, il a le don, et c'est ce qui manque à mon avis, des livres, des professeurs qui savent parler de mathématiques au-delà des chiffres, des formules. Je prends un exemple, un des exemples ici, de l'algèbre. On s'est peut-être tous cassé les dents là-dessus. Moi, en tout cas, il m'en reste plus beaucoup de dents à cause de ça au secondaire. Juste à y penser, à prononcer le mot, j'ai des l'urticaire. Mais non, avec ce titre-là, j'ai lu attentivement ce chapitre. Et puis c'est vrai qu'il nous fait rentrer, et c'est vrai qu'il n'y a pas, comme il dit ici, le seul chiffre qu'on va retrouver dans ce livre, c'est le chiffre des pages, le nombre de pages. Et c'est vrai, il n'y a rien d'autre que ça. Et il arrive à expliquer, à nous faire rentrer littéralement dans le monde des mathématiques. Et qu'est-ce que c'est l'algèbre? À quoi ça peut servir? Mais qu'est-ce que ça explique du monde? Pourquoi les X? Qu'est-ce que c'est les X et les Y? Et voilà, c'est fascinant. C'est une très belle introduction, quand même solide, on s'entend. Ce n'est pas des mathématiques pour les nuls, dans le sens où on lit avec intérêt et curiosité, mais avec attention. Et je recommande naturellement à tout le monde pour qui les mathématiques intéressent, mais je pense particulièrement aux enseignants de mathématiques qui donneraient, j'en suis sûr, des introductions vraiment intéressantes dans les cours de mathématiques, ici. Archéologie du Québec, un très beau livre, Feu, lueur et fureur, j'adore le titre, ici, Édition de l'Homme, un très beau livre d'une collection, donc Archéologie du Québec, bien illustré, très très bien illustré, donc je recommande particulièrement aux enseignants, élèves, enseignants du secondaire, cégep, mais à tout public, on s'entend. Et ce qui est particulier, c'est vraiment l'archéologie du Québec avec les fouilles actuelles, contemporaines, mais aussi passées, à travers un élément, le feu, la chaleur. Donc, lire les découvertes archéologiques à la lumière de l'utilisation du feu par cette civilisation ancienne du Québec. Donc, ça va de la poterie, les aliments, le bâtiment, tout ce qui tourne, la vie autour du feu et l'évolution je dirais, de la société autour du feu. Donc, très beau livre, vraiment intéressant, qu'on peut, pour grand public, mais je recommande vraiment peut-être aux enseignants du secondaire, très très beau manuel, je dirais, un livre ici. J'en parle parce que c'est quelque chose qui, je
dirais, qui ouvre des perspectives et qui n'est pas seulement un ouvrage purement technique, ce qui n'est pas mon habitude de faire des capsules là-dessus. Mais là, c'est vraiment intéressant parce que c'est un outil qui peut servir vraiment à d'autres choses. Conseil de la sculpture du Québec, répertoire des membres 2022. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est très, très bien parce que beaucoup d'illustrations et dans le fond, c'est tous les membres actifs inscrits, bien sûr, au Conseil de la sculpture du Québec. Donc, là, vous avez un outil qui vous donne en 2022 vraiment un aperçu total, entier, des sculpteurs du Québec et avec ce qu'ils font. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, c'est ça qui ouvre, excusez-moi, il est assez lourd et je le manipule mal, et c'est ça qui est intéressant parce que ça va vous donner, je pense là à des cours d'art, au secondaire, au cégep, naturellement, mais pour tout le monde, une connaissance tout à fait personnelle que moi j'ai adoré feuilleter parce que ça fait le tour au Québec des sculpteurs actuels. Voilà, de toutes les techniques possibles aussi, c'est intéressant. Donc, Conseil de la sculpture du Québec, c'est un livre à feuilleter, à regarder, à revenir, très très intéressant pour savoir qui sculpte et quoi au Québec. Deux derniers livres bouleversants que j'ai beaucoup aimés. Aurélie Barjonnet aux éditions Quimé. Je parle pas souvent des éditions Quimé en philo, en sciences humaines. Très beau catalogue, allez voir. Mais quand même un catalogue qui habituellement est assez, c'est des sciences humaines dans leurs domaines respectifs, assez solide. Je dirais assez dans le sens très solide. C'est des études universitaires, bien fouillées, bien documentées, des auteurs qui savent de quoi ils parlent. Et ici, l'ère des non-témoins, la littérature des petits-enfants de la Shoah. C'est intéressant parce que, il y a très peu de livres qui vont faire un tour d'horizon de cette question très sensible et qui touche, qui a des ramifications dans tout domaine sociologique, politique, littéraire, naturellement, philosophique. Nous sommes, on le sait, dans l'ère des non-témoins, entre autres la Shoah, c'est-à-dire que les témoins, ceux qui l'ont vécu, la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration, la Shoah, il ne reste que très peu de survivants, donc de témoins de première instance, de première ligne, si je puis dire, si j'ose dire. Donc, on sait qu'il y a un devoir de mémoire, donc ça tourne autour de cette question-là, à travers de la littérature. Donc, il y a un recensement, je crois, de 22 auteurs, pardon, et de leurs ouvrages. On pense aux Bienveillantes il y a quelques années, à Jean Karski qui est sorti il y a quelques années. Et c'est ça. L'auteur va faire une analyse, va montrer les débats contemporains, les faux débats, les débats qui ne comprennent pas grand-chose à cette question-là également. Elle va remettre les pendules à l'heure, elle va poser les bonnes questions. Et c'est vraiment intéressant parce que, oui, la Shoah, mais bien sûr, on peut l'étendre à toutes sortes de devoirs de mémoire du XXe siècle, les atrocités du XXe siècle. Et voilà, qu'est-ce que le témoin, qu'est-ce que les non-témoins, comment témoigner de quelque chose dont on n'a pas été témoin, voilà, quels sont les supports, l'analyse de ces supports, l'interrogation de ces supports, entre autres ici dans la fiction. Qu'est-ce que la fiction a à dire, peut dire d'une façon différente, nouvelle, pour conserver naturellement une mémoire et une mémoire vraie de ces événements-là. Donc je vous le recommande chaudement. C'est une lecture, certes, pas facile, dans le sens que je ne dirais pas que c'est grand public, mais si on a un intérêt à la chose et qu'on a lu certains ouvrages, certains romans dont elle parle, et c'est des romans très connus, c'est pas quelque chose de très obscur, eh bien ça va nous accrocher, c'est sûr et certain, parce que ces questions-là nous habitent ici. Dernier livre, un des livres
rarement croisé ici en salle de montre. Moi, je parle pour moi ici, personnellement, très bouleversant, très intime, très vrai. Anne Boyer, écrivaine américaine, qui a reçu le prix Pulitzer, Celle qui ne meurt pas. Récit intime, philosophique, politique, social, puisqu'elle déborde de sa propre expérience, qui est celle du cancer du sein. Et lisez la préface. Vous allez, comme on dit, vous allez tout comprendre, mais vous allez surtout rentrer dans cet univers, j'ose dire, j'en parle et j'ai des frissons, dans cet univers, oui, certes intime, puisque c'est une expérience qu'elle raconte ici, donc oui, un peu comme un journal qui va, au fil des pages, prendre des directions aussi bien très terre à terre avec la chimiothérapie, comment on se sent, comment cette femme vit ça au quotidien, mais également, et c'est ça qui est merveilleux, fort, puissant, ce détachement vers une réflexion philosophique de la femme, de cette maladie, de ce cancer du sein. Et elle va évoquer des auteurs comme Suzanne Sontag, d'autres auteurs aussi, même au 19e siècle, qui ont souffert du cancer du sein. Au 20e siècle, des grandes femmes, des grandes penseurs, grandes auteurs, et elle va relater leur expérience aussi personnelle autour de ça. Mais voilà, j'arrête ici. Ne passez pas à côté de ça. C'est merveilleux, c'est touchant. C'est ça. C'est une lecture dont on ne ressort pas indemne, dans le sens où Anne Boyer, on va s'en souvenir longtemps, elle va nous côtoyer longtemps par ses propos, par sa plongée dans une vie extrême, si je puis dire, au bord de la mort. Voilà, celle qui ne meurt pas. Alors, c'est tout pour ces capsules des incontournables de la salle de montre de juin, documentaire Les Essais adultes. Comme je vous disais au début, n'hésitez pas à la consulter, il y a beaucoup de bons livres partout. Et je vous dis donc bon été, et on se revoit nous à la rentrée pour des nouvelles capsules, nouvelle année scolaire pour la rentrée au mois de septembre. Donc bonne lecture et bien sûr n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur ces titres dont je parle. Alors au plaisir, merci, au revoir.